Est-ce que c'est pas un peu illusoire de croire qu'on peut se préparer à un ultra trail en moins de 6 mois, sans vraie expérience du trail, et simultanément continuer de progresser en force? C'est justement le défi que je me propose de relever en préparant un ultra trail à obstacles de 50 km, 4000 mètres de dénivelé et 60 obstacles, prévu le 4 juillet 2025. Dans cette vidéo, je te détaille mon premier cycle d'entraînement de 2 mois et demi, durant lequel j'ai enchaîné course à pied, vélo et séances de force. Je te montre tout, mes différentes séances, la logique derrière chaque bloc et si et comment j'ai progressé. Tu verras vraiment ce qu'une telle préparation demande, parce que partir à l'aveugle dans un tel défi, c'est foncer droit dans le mur. Et peut-être que ça t'inspirera aussi à te lancer un défi sportif du même genre, ou que ça t'encouragera à t'accrocher dans les moments difficiles. Qui dit gros défi, dit gros moyens. Après avoir pris la décision de m'inscrire, la deuxième étape, c'était de trouver un coach. Donc après avoir épluché des dizaines de sites et de profils et pris contact avec plusieurs coachs différents, j'ai fini par trouver le bon, Franck Coste, un coach diplômé de la Fédération française d'athlétisme, spécialisé en course à pied, avec une grande expérience personnelle des trails et des ultra-trails et une certification en préparation mentale. Mais ce qui a été vraiment décisif pour moi, c'est que lors de l'appel découverte, il m'a posé énormément de questions sur mon parcours, mes besoins, et il m'a donné des explications très détaillées sur sa méthode, sur sa vision, et surtout sur l'entraînement lui-même. Et comme son suivi comprend aussi un appel téléphonique chaque semaine pour débriefer, je savais que j'aurais toujours des réponses rapides et détaillées à mes questions et que je saurais à quoi sert chaque séance, chaque entraînement et que je pourrais aussi comprendre la logique d'un plan d'entraînement en endurance, ce que je considère comme essentiel. Bon, je te fais le planning aujourd'hui ou demain, et puis Ouais, euh, je te souhaite une bonne semaine et bonne acclimatation à Nice. oui, merci. Donc j'ai entamé ma préparation le 6 janvier 2025 à Nice, où je venais de déposer mes valises pour y passer quelques mois. Mon premier cycle allait durer 2 mois et a été consacré au développement de la vitesse et de l'endurance de puissance. Parce qu'en fait, l'endurance, là, celui-là, quand tu cours 2 heures déjà, l'endurance. Ce qu'il va falloir travailler maintenant, c'est augmenter un peu ta vitesse pour que ce soit plus facile d'aller vite. Ouais, bien sûr. Comme je déménageais à Nice, la première semaine était plutôt légère, mais dès la semaine suivante, les choses sérieuses ont vraiment commencé, avec 4 séances de course et 3 séances de vélo en salle, ce qui est déjà beaucoup plus de cardio que ce que j'avais l'habitude de faire jusqu'ici. Sans oublier que je rajoutais encore par-dessus ça mes propres entraînements de force, environ 4 par semaine. Donc un programme déjà bien chargé. Bon, on est aujourd'hui le 9 janvier, 10 janvier, je ne sais même pas quelle date on est. Mais toujours est-il que j'ai commencé du coup les entraînements cette semaine, préparés par mon coach. Et aujourd'hui, je sors pour un entraînement intervalle, 60-60. Un des premiers intervalles que je vais faire dans ce plan. Et voilà, je me réjouis de faire ces nouveaux entraînements et de voir ce que ça donne, quoi. Durant les 4 premiers mois, j'ai eu 4 séances de course à pied à réaliser par semaine, dont 2 séances de qualité, c'est-à-dire d'intervalles à haute intensité, axées sur le développement de la vitesse, et 2 séances d'endurance fondamentale, c'est-à-dire à faible intensité. Les séances de qualité, c'est fait pour être très difficile. Avant cette prépa, j'en faisais déjà, mais seulement 1 par semaine en général, et là, je suis passée à 2 en course à pied. Dans ce cadre-là, j'avais 2 types de séances à faire. Des séries d'intervalles, par exemple de 30 secondes de course à allure très rapide, suivies de 30 secondes de récupération en footing. En fonction des séances, on répète ces intervalles 8 à 15 fois, puis on prend une récupération de 2-3 minutes et on recommence une deuxième série identique. Au fil des semaines, évidemment, les intervalles s'allongeaient et le temps de récupération était raccourci par rapport au temps d'effort, avec des intervalles de 1 minute 30 avec seulement 1 minute de récupération, par exemple. Encore une fois, 15 intervalles de 30-30. C'est dur ces séances. Dans le deuxième type de séance, j'ai dû associer le travail d'endurance au travail de résistance et de pré-fatigue, avec par exemple
1 minute de squat au poids du corps sur la pointe des pieds, directement suivi d'1 minute de course, puis de 30 secondes de récupération, répété 5 à 7 fois pour 2 séries. Là aussi, sur la fin du cycle, on allongeait les intervalles avec des temps de récupération progressivement plus faibles par rapport au temps de travail. En général, ça c'est vraiment des séances terribles. Le but de ces séances, d'une part, c'est de travailler sur ma vitesse et ma capacité à faire tourner mes jambes rapidement pour qu'il me soit ensuite plus facile d'aller plus vite à des intensités plus faibles. D'autre part, il s'agissait aussi de travailler ma résistance cardiovasculaire et ma capacité à encaisser des fréquences cardiaques élevées. Parce que plus j'entraîne mon cœur à battre vite durant ces séances, plus il sera capable d'absorber des variations d'allure, de fréquence lors de la course, liées aux variations de terrain, aux obstacles ou à la fatigue. Et enfin, on a aussi cherché à faire un travail de pré-fatigue en ajoutant des squats avant les sprints pour travailler ma capacité à relancer la course avec des jambes très lourdes pour simuler les efforts de côte et la fatigue musculaire que j'accumulerai au niveau des cuisses durant la course. Alors vraiment, avec ces séances, j'en ai bavé. C'est long faire cette séance. La toute dernière séance d'intervalle avec les squats. Je crois que oui, j'ai vu, c'est compliqué. Je l'ai terminé, hein, ça a été, je l'ai fait, mais c'était horrible. En termes d'efforts fournis, perçus ou ressentis, sur une échelle de 1 à 10, on doit aller chercher les 9, c'est-à-dire être presque au max de nos capacités. Au-delà de l'effort physique, c'est vraiment l'effort mental qui est déterminant durant ces séances. Ça demande tellement d'énergie mentale d'aller au bout, de recommencer après chaque intervalle, sachant que chaque répétition va faire de plus en plus mal. Je viens de terminer les intervalles. C'est vraiment dans ces moments-là que tu apprends à te concentrer sur chaque instant et chaque moment. Parce que c'est tellement dur, chaque intervalle est tellement dur qu'il faut vraiment surtout pas penser à la suite, aux 10 autres qui restent derrière, aux 8 autres qui restent derrière. Parce que sinon tu tiens pas. Il faut juste te concentrer sur l'effort que tu donnes sur le moment, sur l'intervalle que tu fais là en ce moment, juste là-dessus, essayer de bloquer les autres pensées, bloquer le futur et être vraiment dans le présent. C'est exactement ce qu'il va falloir faire en fait durant la course, durant l'épreuve. Apprendre à me concentrer vraiment sur chaque petite portion, découper tout le trajet, toute la course en petites portions et me concentrer sur chacune d'entre elles à chaque moment et pas penser aux dizaines de kilomètres qui restent. Et la sensation de fierté et d'avoir fait le taf à la fin et de s'être dépassé, ça génère vraiment une satisfaction intense. La satisfaction. En plus des séances de qualité, je devais aussi réaliser 2 séances d'endurance fondamentale par semaine. Et ça, c'est vraiment tout l'inverse des séances de qualité. Ça veut dire courir lentement, très lentement, beaucoup plus lentement que ce qui semble naturel, soit à une allure qui nous permet de tenir une conversation sans être essoufflé du tout. C'est plutôt contre-intuitif parce qu'on croit souvent qu'il faut courir vite, qu'il faut se pousser, s'épuiser à chaque séance pour s'améliorer. Et bien sûr, il faut aussi courir vite pour progresser, mais pas que. Les séances d'endurance fondamentale, elles sont indispensables pour produire certaines adaptations physiologiques très importantes. Elles permettent d'augmenter le débit cardiaque et d'accroître la densité des capillaires sanguins, ce qui améliore la capacité de notre corps à transporter l'oxygène et le glucose vers nos cellules musculaires pour produire de l'énergie. Et elles dopent aussi l'efficacité de nos cellules à produire de l'énergie. Elles permettent encore à notre corps d'apprendre à mieux utiliser les lipides comme carburant, ce qui est essentiel pour les efforts de longue durée. Courir à faible intensité, ça favorise aussi la récupération, non seulement nerveuse, ce qui a des effets positifs sur le sommeil et la régénération musculaire, mais aussi métabolique, en augmentant l'influx sanguin, ce qui permet d'atténuer les courbatures. Et enfin, faire de l'endurance fondamentale, ça permet d'ajouter du volume d'entraînement et de renforcer ses muscles, ses tendons et ses articulations de façon plus douce et progressive afin de limiter la fatigue et le risque de blessure. Alors ralentir, ça peut faire mal à l'ego quand on se fait dépasser par tous les coureurs amateurs du coin, mais c'est vraiment crucial pour pouvoir développer des qualités essentielles qui nous permettront de mieux tenir et d'aller plus vite lorsque ça comptera durant la course, lors de l'objectif cible. Quand il y a des gens qui me dépassent, je me dis toujours que les 3/4 d'entre eux ne font pas leur séance d'endurance fondamentale et que le taf, l'objectif, c'est justement ça,
être la plus lente possible. Alors je faisais déjà ce type de sortie avant de commencer ma prépa et j'ai appris vraiment à adorer ce genre de séance parce que ça me permet vraiment de libérer mon esprit et de me détendre. Parmi tous mes entraînements qui sont pour la plupart vraiment exigeants, j'ai appris à savourer ces moments de répit, ces moments où je peux m'entraîner, faire un travail nécessaire, mais sans stress mental, sans forcer, sans me pousser, sans aller chercher la limite. Et ça fait du bien, surtout quand le volume d'entraînement augmente. Et c'est tellement agréable et relaxant que fréquemment, durant ces séances, je vis vraiment des petits moments d'extase. Il suffit que j'ai une musique un peu inspirante dans les oreilles et un décor magique devant moi, comme à Nice par exemple, c'est parfait pour ça. Et c'est vraiment jouissif, c'est le bonheur à l'état pur. En plus de la course à pied, pour accumuler davantage de volume, j'ai aussi fait beaucoup de séances de vélo. Alors que ce soit clair, pour gagner en endurance et en vitesse en course et améliorer son économie de course, il faut absolument courir, passer du temps sur ses pieds. On ne peut pas remplacer la course par du vélo. Il faut respecter le principe de spécificité. Mais dans mon cas, le vélo est particulièrement indiqué en complément à la course parce que j'ai que 6 mois pour me préparer à une distance et à un type d'effort très loin de mes capacités et de mon volume d'entraînement de départ. Et si j'accrois mon volume d'entraînement en augmentant uniquement la course à pied, trop rapidement, mes tendons, mes articulations, mes muscles, mes os n'auront pas le temps de s'adapter et je risque fortement de me blesser, surtout compte tenu du fait que j'ai des restes de périostite chronique au niveau des tibias. Parce que la course, ça crée quand même des chocs. C'est davantage de volume, cardio-musculaire, musculaire, les jambes, sans augmenter fortement, trop rapidement, la charge et les impacts. Le vélo, c'est vraiment aussi un bon moyen d'ajouter du travail de puissance d'endurance pour les quadriceps, qui sont particulièrement sollicités sur les courses de trail avec du dénivelé. Là aussi, dans l'ensemble, je faisais 3 types de séances différentes. Une séance de fractionné pour travailler l'endurance de force avec une résistance élevée et une faible fréquence de pédalage, environ 50 tours par minute. Une autre séance de fractionné, cette fois-ci en vélocité, avec une fréquence de pédalage élevée, environ 110 tours par minute. Là, le but étant d'apprendre à tourner rapidement mes jambes pour m'aider à augmenter ma cadence et ma vitesse en course à pied et faire davantage monter ma fréquence cardiaque. Et enfin, une séance linéaire à allure soutenue mais régulière pour travailler là sur mon mental. Parce que faire 45 minutes à une allure soutenue sur un vélo en salle, c'est difficile et c'est surtout très monotone. Le but là, c'est d'entraîner mon esprit à tolérer et à endurer un effort régulier, prolongé, sans aucune variation. Alors je m'attendais pas vraiment à aimer faire ces séances de vélo, mais en fait j'ai commencé à les apprécier parce que ça apporte vraiment de la variété à l'entraînement et j'adore développer de nouvelles capacités. En plus, je sais que la capacité à générer de la puissance sur une période prolongée, c'est pas du tout mon fort et je pense justement que ces séances de vélo à long terme, elles vont vraiment beaucoup m'aider à me sentir plus à l'aise avec les efforts et la douleur musculaire prolongée au niveau des cuisses. Mais bon, c'est ça que je vais chercher justement. Ces entraînements-là. Pas juste le défi lui-même, mais vraiment la préparation, les entraînements, la difficulté dans les entraînements au jour le jour, le pousser chaque jour, la régularité, la discipline, de rattraper de semaine en semaine, les efforts, essayer de gratter. Un peu de puissance, un peu de vitesse, un peu d'endurance chaque semaine. En fait, à chaque entraînement, justement, quand ça devient un peu dur, fatigant, c'est là où je me dis, c'est ça la préparation. Parce que je vais dire ça, c'est ça la préparation mentale. Parce que je vais dire ça 150 000 fois durant les courses. Elle-même. Outre les séances de vélo et de course à pied qui sont spécifiques à mon objectif d'ultra trail, j'ai aussi continué mes entraînements de force pour développer ma force maximale, notamment sur le squat, le soulevé de terre, le développé couché et la presse militaire, qui sont mes mouvements favoris. On sait que le renforcement musculaire, c'est important pour la course à pied et le trail,
Mais pas quand on s'entraîne avec des charges proches de son max. La force et l'endurance, c'est vraiment des qualités presque opposées qui ne se soutiennent pas nécessairement mutuellement. Mais j'ai toujours essayé et voulu combiner la force et l'endurance selon une approche de l'entraînement qu'on qualifie aujourd'hui d'hybride, parce que j'aspire vraiment à acquérir un profil et des qualités physiques complètes. Je ne veux pas abandonner une discipline pour mieux performer dans l'autre. Je veux me développer au mieux en combinant ces deux modalités d'entraînement parce que c'est vraiment dans cette pluridisciplinarité que je trouve le plus de satisfaction et d'épanouissement. Mais pour éviter les risques de blessures et pour ne pas compromettre mes entraînements de course à pied, j'avais pour consigne de faire mes séances de course, de vélo et de force pour le bas du corps le même jour. Et mes séances de qualité en course à pied devaient toujours avoir la priorité et être réalisées en premier pour que je sois fraîche et que je puisse me donner à fond pour ces séances et produire les adaptations visées. Enchaîner ces différents efforts sur une même journée, ça m'a permis aussi de travailler sur mon endurance musculaire et de faire du travail avec de la pré-fatigue. Et enfin, en condensant différents types de séances, je pouvais garder plusieurs jours de repos complet pour mes jambes dans la semaine afin de leur laisser le temps de récupérer pour encaisser les prochaines séances d'intensité. Ça veut dire que dans une même journée, je devais souvent faire une séance d'intervalle de course le matin, déjà éreintante, puis une séance de force l'après-midi, suivie d'une séance d'intervalle en vélo, ce qui donne en gros 3 heures d'entraînement. Après les intervalles à vélo ce matin, c'est parti pour une sortie course à pied maintenant. Mais c'est assez remarquable de voir que malgré l'intensité et le volume d'endurance élevé que j'ai fait durant ce cycle par rapport à ce que je faisais avant, j'ai quand même réussi à continuer à développer ma force avec une performance notable de 3 fois 115 kg au soulevé de terre, qui n'est pas mon max, mais qui en est très proche, et que j'avais pas fait depuis très longtemps parce que j'ai repris ma progression en force seulement à l'automne dernier, après environ 1 an de pause due à ma blessure au dos. Alors bien sûr, avec tout ce volume, toutes les 3 semaines environ, mon coach me prévoyait des semaines de récupération, où là, le volume total était drastiquement réduit. J'avais parfois seulement 2 ou 3 séances de course ou de vélo à faible intensité pour toute la semaine, et interdiction presque totale de faire des entraînements de force, au moins pour le bas du corps. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire 2 petits footings cette semaine, 30 ou 40 minutes, et l'idée c'est que tu fasses rien d'autre. Donc ça va être difficile pour toi, je pense. Oui. En fait, tout l'entraînement en fait, que tu fais, que tu fais tout le temps, en course, en musculation, etc., en vélo, il est inutile. Vraiment, ça sert strictement à rien si tu ne te reposes pas. Ouais. En fait, tu ne progresses pas quand tu t'entraînes. Oui, je connais bien le mécanisme. Tu progresses quand tu fais. Ouais, bien sûr. C'est là que ça se répare et que ça compense. Donc là, c'est pour ça que c'est vraiment important. Souviens-toi que la dernière fois, tu te sentais vraiment bien quand tu avais repris après. Ouais, bien sûr. Je dirais que pour moi, ça c'était la partie vraiment la plus difficile parce que j'avais vraiment l'impression de rien faire. Mais ces semaines de récupération étaient nécessaires pour une progression à long terme. Alors justement, est-ce que j'ai progressé durant ce cycle? Et si oui, à quel point? Parce que c'est bien beau d'accumuler du volume et de l'intensité, c'est pas toujours gage de progression, surtout si on en fait trop vite et qu'on n'arrive pas à encaisser la charge de travail et à consolider les adaptations. J'ai pas fait de test étalon avant de commencer la préparation, mais j'ai toutes mes données d'entraînement qui fournissent une image assez claire de mon évolution. Par exemple, si on compare mes séances d'intervalle en course à pied entre le début et la fin du cycle, on voit que ma toute première séance était un 15 x 30 secondes à allure très rapide, suivi de 30 secondes de récupération, que j'ai couru à une allure moyenne de 4 minutes 13 par kilomètre sur les parties d'intensité, avec une FC moyenne de 185. Et en fin de cycle, le 3 mars, j'ai fait une séance de 12 x 90 secondes à allure rapide et 60 secondes de récupération avec une allure moyenne de 4 minutes 15 par kilomètre sur les intervalles d'intensité et une FC moyenne de 180. Certes, mon allure à la fin du cycle est supérieure de 2 secondes, mais les intervalles sont beaucoup plus longs, 90 secondes au lieu de 30 secondes, et le temps de récupération entre chaque intervalle est aussi proportionnellement plus court. Au début du cycle, je travaillais avec un ratio de 1:1, soit un temps de récupération égal au temps de travail, et en fin de cycle, un ratio de 3:2. Et la durée totale du travail d'intensité lors de la première séance était de 7 minutes 30, alors qu'en fin de cycle, elle atteignait 18 minutes. Autrement dit, j'ai réussi à faire en fin de cycle un travail 2,5 fois plus long, avec sensiblement la même allure et avec le même effort perçu. L'évolution, elle est encore plus frappante sur les séances d'intervalle précédées des squats. Si on compare par exemple mes séances du 24 janvier et celles du 7 mars.
Le 24 janvier, je devais faire 2 fois 5 séries de 1 minute de squat, suivi de 1 minute de course très rapide, avec 30 secondes de récupération entre chaque répétition. Et le 7 mars, ma séance comprenait 2 fois 7 séries de 1 minute 20 de squat, suivi de 1 minute 30 de course très rapide, avec 30 secondes de récupération entre les répétitions. La séance de fin de cycle comprend plus de répétitions, des parties course et squat plus longues, mais un temps de récupération identique à celui de la première séance, soit 30 secondes. Et pourtant, j'ai couru les intervalles de ma première séance à une allure de 4 minutes 48 par kilomètre et ceux de ma séance du 7 mars à 4 minutes 34 par kilomètre, soit un gain de 14 secondes pour des efforts ponctuels et une durée d'effort total bien plus longue. Sur les séances de vélo aussi, j'ai gagné en aisance en augmentant progressivement la résistance que j'étais capable de tenir sur des séances similaires, mais avec des intervalles progressivement plus longs. Donc je suis vraiment contente de voir que je fais aussi des progrès en endurance musculaire et en endurance de puissance, ce qui n'est pas du tout mon point fort à la base et ce qui sera très intéressant et utile pour le trail justement. Et dans l'ensemble, je me sens aussi beaucoup plus à l'aise sur les séances d'intervalle et les fréquences cardiaques élevées. Les séances d'intervalle, elles sont toujours très difficiles, mais j'ai moins peur d'aller me faire mal et j'ai davantage confiance en ma capacité à tenir les intensités recherchées. Et ça aussi, c'est vraiment un plus pour mes efforts de course en général. Alors le vrai test de ce premier cycle de vitesse, c'était le 15 mars. J'ai participé à une première course de trail à Saint-Janet, au-dessus de Nice, le Trail des Baous, un parcours de 15 km et 800 mètres de dénivelé. C'était un premier trail court, histoire de tester mes sensations et l'alimentation de course, et de voir comment ça se passe avec un effort soutenu, prolongé. Premièrement, j'ai découvert que dans les courses de trail, c'est très difficile d'aller vraiment à son rythme, parce qu'on est tous coincés les uns derrière les autres sur des chemins très très étroits, ce qui peut être un peu frustrant. Mais au final, j'ai quand même pu avoir un bon rythme de marche en montée que j'ai pu maintenir tout du long. Et je me suis rendu compte que la descente en trail demande énormément de concentration pour analyser le terrain en continu et éviter de poser le pied sur une pierre instable ou roulante ou sur une racine ou dans un trou et de se casser la gueule. Et c'était ça vraiment le plus dur. J'ai entamé la descente à une allure assez rapide, je me sentais bien, j'étais en confiance, mais j'ai dû rapidement ralentir, en partie à cause de la fatigue musculaire, mais surtout à cause de la fatigue attentionnelle. Parce qu'après seulement 15 minutes, je sentais que j'arrivais plus à traiter les informations du terrain aussi rapidement qu'au début. En adaptant mon rythme, évidemment, j'ai pu continuer ma descente de façon régulière. Mais la partie concentration, attention, je l'avais clairement sous-estimée. Alors au final, tout s'est bien passé. J'ai pu faire, pour moi en tout cas, une super course. J'ai terminé en 2h12 à la 22e place sur 70 femmes, donc dans le premier tiers, ce que je trouve vraiment encourageant pour un premier trail. Alors mon objectif de départ, c'était de terminer en moins de 2 heures et c'était clairement trop ambitieux. Mais j'avais vraiment aucun temps de référence, ni vraiment idée de si c'était faisable. C'était un objectif plutôt arbitraire. Mais dans tous les cas, j'étais contente de ma course parce que j'ai vraiment maintenu un effort élevé tout du long. J'ai jamais lâché et surtout, j'ai été très très surprise de voir que j'avais tenu une fréquence cardiaque élevée, entre 170 et 180 battements par minute, ce qui correspond à ma zone 4, presque en continu pendant les 2 heures de course. Et franchement, j'aurais jamais pensé pouvoir tenir cette intensité aussi longtemps et je pense que j'aurais pas pu le faire en décembre de l'année dernière. C'est là que je vois que mes entraînements de vitesse et d'intensité ont vraiment payé. Et ça aussi, c'est un bon marqueur de progression. Ça me rassure beaucoup pour la suite et ça me permet de prendre confiance en ma capacité à bien encaisser ce type d'intensité. À la descente, j'ai quand même senti une légère gêne au niveau de mes mollets ou de mes tibias qui m'a pas empêché de courir, mais comme j'ai des restes de périostite chronique, je prête toujours très très attention à ça. Mais durant une course, quand on se pousse vraiment, je crois que c'est normal d'avoir des gênes ou des inconforts de temps en temps. Alors tout allait bien, tout était en bonne voie, ma progression était très prometteuse, j'encaissais bien les intensités, mais voilà, ma petite gêne durant la course n'était pas qu'une petite gêne. Durant la semaine de récupération après ma course, j'ai commencé à ressentir une douleur au mollet ou au tibia droite durant une de mes 2 courtes séances de course à pied à basse intensité, à tel point que j'ai pas pu terminer ma séance. Est-ce que c'est ma périostite qui se réveillait ? Comment est-ce que ça allait impacter la suite de mon programme d'entraînement ? Et est-ce que ça allait m'empêcher de préparer mon ultra trail ? Ou est-ce que c'était juste une fausse alerte, une petite gêne qui allait disparaître dans les jours qui suivent ? Eh bien, je vous en parlerai dans la prochaine vidéo. Bon, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de mettre un j'aime, ça me soutient gratuitement. Et n'oubliez pas non plus de vous abonner
Comme ça, vous ne manquerez pas les prochaines vidéos de ma prépa, mais aussi toutes les autres vidéos que je vais produire sur l'entraînement hybride, sur l'entraînement en force et en course à pied. Et si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire, que ce soit sur ma prépa ou sur l'entraînement hybride. Et faites-moi part aussi de vos défis, de vos aventures, de vos expériences avec ce type d'entraînement. Et ça me fera toujours plaisir d'échanger avec vous à ce sujet. Alors je vous dis à bientôt et rendez-vous dans la prochaine vidéo.